Tous les jours, dès 16h, historiquement, Aude vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui se jouent souvent à l'horizontale. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine, oui, ils sont nombreux à lui être passés dessus. Vous nous racontez l'histoire du divan de Freud, un divan un peu poussiéreux qui vient d'avoir 130 ans. Oui, par chance, nos auditeurs savent que je suis une vieille dame d'une grande austérité. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je me serais allongée sur le divan de Freud. Bon, d'ailleurs, il s'appelait même pas Sigmund Freud, hein, il s'appelait Sigismond, vous le saviez ça? Oui, c'était son vrai nom. Et c'est lui qui a 22 ans, c'est quand même étrange. Il a décidé de changer de prénom, de s'appeler Sigismond, Sigmund. C'est beau Sigismond pourtant. Pourquoi pas? Ça vous a déjà effleuré, vous, de changer de prénom comme ça? Bizarre. Bon, enfin bref. Vous savez qu'en 38, il a fui Vienne pour Londres et il s'est installé au 20 Maresfield Gardens dans une maison qui a été transformée en musée à la mort de sa fille Anna, donc en 82. Et la pièce où il recevait ses patients est restée intacte dans son jus. Il n'y a pas été touché. Et ce qui frappe d'abord dans cette pièce, c'est l'omniprésence du professeur Charcot. Vous savez que Charcot est le fondateur de la neurologie moderne, que Freud a suivi ses cours à Paris pendant 8 mois, alors que lui-même avait 29 ans. Et il avait commencé, Freud, sa carrière de médecin en s'intéressant à la sexualité des anguilles. Des anguilles? La sexualité des anguilles, oui. Et non pas des endives. Non, des anguilles. Remarquez, c'est peut-être intéressant aussi. Mais lui, il a passé de longs mois à rechercher des testicules chez l'anguille mâle. Et en fait, son idée, c'est qu'il pouvait devenir un éminent biologiste et il hésitait tellement dans son choix professionnel qu'il a quasiment pris 3 ans de plus que le commun des mortels médecins à devenir médecin. Mais bon, quittons les testicules d'anguille et revenons au salon londonien de Sigismond. Au-dessus du célèbre divan, il y a une gravure intitulée une leçon de Charcot à la Salpêtrière. C'est en fait d'ailleurs plutôt une peinture d'André Brouillet en 1887. Et on y voit le neurologue français qui essaie d'hypnotiser une femme hystérique. Freud avait été très 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 impressionné par Charcot. Il était bluffé par ses talents d'orateur, par le contenu de ses travaux. Et Charcot a rapidement repéré Freud puisqu'il lui a demandé de traduire en allemand le 3e tome de ses recherches sur le système nerveux. Et c'est également Charcot qui semble avoir transmis à Freud sa passion pour les antiquités. Toujours dans le même bureau, la même pièce chez Freud à Londres, il y a une dizaine de divinités égyptiennes, chinoises et romaines. En 1885, Freud écrit « Aucun homme n'a jamais eu tant d'influence sur moi que Charcot ». Et en 86, il écrit qu'il rêve d'égaler ce grand médecin qui vit dans un musée. Et comme Charcot, il va accumuler les statuettes du même genre de façon compulsive. S'est-il allongé sur son propre canapé pour trouver l'explication de cette collection compulsive? Rivalité avec le maître, sentiment de frustration. Quoi qu'il en soit, la collection de Freud de statuettes, vous savez combien il y en a? Dites un chiffre. 140. 3000. Ah non, mais vous êtes petit joueur, hein, non, 3000 statuettes. Et alors, dans un coin de la pièce, il y a aussi une gravure qui représente le forum romain. Alors là, on voit, comprend le message, hein, c'est une comparaison entre l'archéologie, l'exploration des ruines, des profondeurs du passé, et la psychanalyse qui explore la psyché du malade afin d'exhumer les trésors enfouis au tréfonds du tréfonds. Et enfin, voilà, la pièce maîtresse, c'est le divan. Et le divan, c'est une innovation 100% freudienne. Celui de Freud lui a été offert donc en 1891 par Madame Benvenisti, une patiente viennoise qu'il avait prise en charge et soulagée. C'est un divan en crin, recouvert de tapis nomades cache-caille, offert par un cousin de Freud, et dont les motifs et les couleurs évoquaient selon Freud l'univers du rêve. Et le canapé est agrémenté de coussins de velours de couleurs différentes, c'est très beau, hein. Il a eu l'idée de faire s'allonger ses patients parce qu'il était persuadé qu'on se livrait davantage lorsqu'on était couché. Donc il s'asseyait, la tête du lit, il voulait pas que ses patients le voient. Lui, il parle très peu pendant les séances, qui durent 55 minutes. Et il tenait beaucoup à ce canapé, il l'a emporté partout au fil de ses déplacements et déménagements. Et figurez-vous qu'à l'occasion de l'anniversaire des 80 ans de la mort de Freud, il est mort en septembre 39, le musée. Alors là, ça s'adresse à vous. Moi, enfin, je pense que cette espèce de souscription est déjà clôturée depuis un certain temps, mais il y a eu un appel aux dons pour restaurer le divan qui a accueilli les névroses obsessionnelles ou autres hystéries des plus fameux psychanalysés de l'histoire. Parce que ce canapé qui est toujours à Londres dans l'appartement de Freud, il a accueilli notamment Sergueï
Il a accueilli Sergueï Pankejev, dit l'homme au loup, qui fut la plus longue cure psychanalytique de Freud, puisqu'il s'allongea sur son divan de 1910 à 1914. Ça fait 200 ans, fait de la consultation. Et la restauration de ce divan culte a été évaluée à 5000 livres, c'est-à-dire pas loin de 6000 euros. À votre bon cœur, monsieur, dame, si vous estimez devoir beaucoup à la cure freudienne, vous pouvez toujours offrir un petit bout pour quelques sous pour restaurer les visites divan. De la maison ne permettent pas de couvrir ces frais. Ouais, faut croire que non. Ce qui nous intéresserait, nous, c'est de racheter carrément le divan pour le mettre à tiron gardé. Pour que faire? Je sais pas, une pièce historique comme ça. Non, très bien. De toute façon, il n'y a pas besoin que ça. Vous dites ici, ce canapé serait le divan de Freud, de Sigismond. Bien sûr, Merci beaucoup, Clémentine.